Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. L'empathie violente, c'est une idée militante qui part du fait que l'explication historique, l'explication chiffrée, rationnelle, échoue à produire une compréhension réelle du traumatisme qu'a été la colonisation. On peut raconter aux Blancs encore et encore qu'ils ont fait ça aux populations kanaks, qu'ils ont tué tant de personnes ou laissé mourir tant d'autres, déplacé tous ces clans, etc. Les gens font oui, et puis ils oublient. Et donc en fait, cette manière d'entendre des chiffres et de les oublier, ça ne permet pas une réparation de ce qui s'est passé. Et donc, pour réussir à prendre le chemin d'une réparation, il faut créer une compréhension émotionnelle de ce qu'a été la colonisation et qu'ils puissent se dire « Ah, mais c'est donc avec ça que vivent les Kanaks depuis 200 ans. » L'empathie violente. C'est une idée qui traverse le nouveau roman d'Alice Zeniter, Frapper l'épopée, et qui donne lieu à des pages drôles et inventives, tant les actions mises en place par le groupe qui la pratique sont savoureuses. Ce roman nous transporte dans un territoire que nous connaissons souvent bien peu en métropole, l'archipel calédonien. À travers le personnage de Tass, qui a grandi sur ce territoire et dont l'histoire familiale contient une béance qu'elle va s'attacher à comprendre, Alice Zeniter nous plonge dans l'histoire, la géographie et les questionnements profonds qui traversent aujourd'hui l'archipel. Et au cours de ce deuxième épisode de notre podcast avec Alice Zeniter, nous vous proposons de découvrir ce roman ample et passionnant, son histoire et son écriture. Mais avant cela, reprenons le fil du premier épisode et du parcours d'Alice Zeniter, qui a ressenti très tôt le désir d'écrire, mais a longtemps cru qu'une vie dédiée seulement à l'écriture n'était pas possible. Mon désir était là. En vrai, il n'était pas dans le fait de devenir prof. Devenir prof était une sorte de carrière aménagée qui permettait d'écrire. Mais il y avait en même temps une frustration de ça. C'est-à-dire, je tiens un journal depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 7 ans. Et je vois en fait qu'entre mes 18 et mes 22 ans, il y a ce truc tout le temps de dire il n'y a rien d'autre que j'aime autant, il n'y a rien d'autre que je veuille faire autant que d'écrire, mais c'est une vie impossible. Donc, en fait, il faut choisir quelque chose en sachant que cette autre chose, c'est un pis-aller. Voilà, c'est pas là où porte le désir premier, donc c'est hyper dur, quoi, d'avoir toute l'énergie de ces 18 ans et de se dire, en fait, on me demande de choisir un métier que j'ai pas envie de faire. Parce que c'est impossible pour moi de me dire que c'est possible de passer sa vie à écrire. Et quand le prix du livre inter arrive, je me dis c'est possible maintenant. Je me dis pas tiens, je lâche tout et je vais être écrivaine. Je me dis non, là j'ai la possibilité de rien faire d'autre que de l'écriture pendant 1 an ou 2. Mais ensuite, je vais revenir à l'université, finir ma thèse, essayer de trouver un poste. Mais juste là, c'est le moment ou jamais. Et puis en fait, je suis jamais revenue. Oui, parce qu'il y a eu donc Sombre Dimanche qui a eu le prix du livre inter en 2013, puis juste avant L'Oubli qui a eu le prix Renaudot des lycéens, et puis L'Art de perdre, donc cette histoire familiale et fresque romanesque puissante entre l'Algérie et la France, qui fait ressurgir un pays du silence et pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens. Est-ce qu'on peut dire que ce livre a constitué un tournant dans votre œuvre, aussi bien par le sujet que vous avez embrassé, très proche de vous, puisqu'il s'agit des silences de votre propre histoire familiale que vous comblez, que par la réception, le lien que ce livre a créé avec vos lecteurs? Et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça modifie le moment de l'écriture? Au départ, j'ai pensé que non, absolument pas. Parce que je commence généralement mes livres de manière un peu intriquée, c'est-à-dire je rends un livre, donc admettons voilà comme pour L'Art de perdre, c'est un livre qui va sortir à la rentrée de septembre. En fait, je rends ma copie, mon BAT, le bon à tirer au printemps, genre en avril. Et donc, en fait, entre avril et septembre, j'ai du temps qui n'est qu'à moi pour faire autre chose que ce livre qui m'a occupée pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et donc, généralement, dans ces moments-là, naît le livre d'après.
D'abord, je me repose, je fais autre chose, je lis, et puis dans cette liberté-là arrive l'envie de « mais tiens, mais en fait, cette idée que j'avais eue il y a 6 mois, en fait, elle ne m'est pas sortie de la tête. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner ça ?» Donc là, je commence à écrire comme un empire dans un empire. Et donc, en fait, comme L'Art de perdre a un succès auquel je ne m'attends pas du tout, j'ai une situation de frustration de ne pas pouvoir écrire comme un empire dans un empire, parce que je suis tout le temps sur les routes, je suis tout le temps en train de faire des rencontres, je suis tout le temps en train de faire des interviews. Et donc, il y a un truc de cocotte minute. Et du coup, quand je retrouve cet embryon de roman à peine commencé, l'écriture, elle est hyper simple. Et je me pose aucune question de qu'est-ce que ça veut dire écrire après le succès. Je me dis juste, non, enfin écrire, enfin réécrire. Et c'est plus tard, 1 an plus tard, oui, à un moment où je vais bloquer en fait en écriture sur un truc de forme qui m'échappe, que là tous les doutes vont commencer à s'engouffrer, et notamment voilà, le fait que je continue de loin en loin à faire des choses autour de l'art de perdre. Je m'aperçois de l'attachement qu'ont les gens pour ce livre, et je suis en train de travailler sur un livre qui provoque pas du tout la même forme d'attachement, qui n'a pas de structure familiale, qui n'a pas de personnage d'enfant mignon, qui n'a pas de passé commun, qui n'a pas de nostalgie possible. On est sur un truc on est en 2019 avec 2 personnages trentenaires, des ordinateurs, le fonctionnement de l'hémicycle, etc. Donc c'est une proposition qui est totalement différente, et là je commence à me dire peut-être que les gens vont me détester. Et on me demande aussi tout le temps, en fait, on me demande si je vais reparler d'Algérie. Quand je fais une rencontre qui a des questions du public, il y a toujours une question qui est « Est-ce que vous avez recommencé à écrire ? Et est-ce que ça va parler d'Algérie ?» Et en fait, c'est très étrange pour moi de tout à coup devoir vivre avec cette question qui n'existait pas avant. En fait, quand j'ai publié Sombre Dimanche, les gens pensaient que j'étais hongroise. Et donc, il y a... Oui, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et il y a quelque chose, encore plus que dans l'écriture, il y a quelque chose qui change dans ma parole. Ça, c'est le truc qui a été le plus lourd. Parce que la parole porte. Oui, parce que tout à coup, ma parole publique, c'est une vraie parole publique. C'est pas quelque chose d'anecdotique pour petit comité. Et donc, je suis obligée de me dire qu'est-ce que ça fait de dire ça ? À quoi est-ce que je consacre ce temps ? C'est-à-dire, tout le monde n'a pas accès à cette parole publique, à cette caisse de résonance. Donc, comment je fais pour que ce soit quelque chose d'utile, que ce soit pas juste... une répercussion du geste mégalomaniaque de l'artiste. Qu'est-ce que je peux dire qui crée de la réflexion, qui crée du commun, et dans quelle mesure j'endosse le porte-parole-là, qui est le mien à l'intersection de plusieurs communautés depuis quelques années, en fait. Et c'est des questions qui sont encore les miennes aujourd'hui. Oui, on s'y fait jamais complètement. Non, j'ai pas du tout tranché. C'est un renouvellement perpétuel là, de se dire qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est... Beaucoup de questions encore sur ça. On pourrait dire que vos livres s'inscrivent dans un même sillon, qui se répondent les uns les autres, même si chacun est singulier et explore des pistes différentes. Mais il y a quand même une question qui, je crois, traverse... une des questions, en tout cas, qui traverse votre œuvre, qui pourrait peut-être être formulée de la manière suivante, à savoir qu'est-ce qui nous détermine et comment se créent et se transforment nos identités. Dans tous vos livres, vous mettez aussi des mots sur de nombreux silences, vous donnez voix à de nouveaux récits, vous sortez régulièrement et à chaque fois de manière différente des formes prédéfinies du récit, aussi en termes de narration, tout en étant très attentive au lecteur et donc au rythme du récit, au fil de l'histoire. Vous poussez les limites, mais sans jamais les dépasser. C'est aussi des romans où on apprend énormément, qui se fondent sur une solide documentation. Et puis, il y a une portée politique de vos livres, dans la mesure où tous nous parlent de nos sociétés et nous amènent, nous, lecteurs et lectrices, à l'interroger. Tous ces éléments, dans quelle mesure est-ce qu'ils s'imposent de manière consciente ? Est-ce que de livre en livre, on crée une œuvre, on pense un ensemble ? Ou est-ce que tout se construit au fur et à mesure, porté toujours et avant tout par le désir d'écrire, et que c'est le désir qui guide et qui décide ? Oui, il y a des choses qui apparaissent après coup, toujours. Ça fait partie des choses qui vont avec les questions autour de la parole publique. Il y a 1 an ou 2, quand j'étais à Concarneau, il y a une jeune femme, une adolescente qui écrivait aussi et qui, en fait, à la fin de la rencontre, prend la parole pour dire en fait, je comprends pas
comment vous fonctionnez, quoi. À chaque fois que vous répondez, on a l'impression que vous avez tout pensé et tout ça, mais on écrit aussi parce qu'on écrit ce qui nous fait plaisir. Enfin, moi, quand j'écris, j'écris pas pour faire ceci ou parce que ça va faire un écho à ça. Et je voyais bien que ma manière de faire la perturbait beaucoup. Et donc, je lui ai dit, oui, en fait, je suis complètement d'accord. Simplement, je trouve que c'est pas des réponses intéressantes dans le cadre d'une conversation. Si je venais parler avec vous pendant 1h30 de ce que je crée dans mes livres et qu'en fait, je vous disais chaque fois, parce que ça me plaisait, parce que j'avais envie de faire ça, parce que je trouvais ça drôle, parce que j'aime bien ce mot, ce serait pas une conversation intéressante. Donc, j'inclus, en fait, dans mes réponses pendant les rencontres, des choses qui parfois sont apparues après. C'est-à-dire, une fois que le livre il est fini et qu'on le relit comme un tout et qu'on se dit « Ah oui, ça prend beaucoup plus de place que ce que j'avais imaginé, ça moins, ça... » En fait, quand mon éditrice, elle me fait les premiers retours sur le texte, elle pointe des choses que moi, je vois pas. Et d'ailleurs, ça fait partie des conversations qu'on a en boucle sur mes manuscrits, les questions de la subtilité et de la lourdeur. C'est-à-dire que je suis incapable de savoir si, quand je veux souligner quelque chose, si je le fais trop ou pas assez. Parce que je suis pas la bonne personne pour le voir. C'est moi qui écris, et donc je me perds un peu dans les ah oui, mais si, pour quelqu'un qui n'est pas dans ma tête, est-ce que c'est une évidence que cette chose est là, ou est-ce que c'est trop appuyé, ou est-ce que... Et donc quand elle me fait des retours, je me dis ah oui, ça en fait, je pensais que c'était central, et en fait c'est hyper anecdotique dans le livre, alors que ça se développe, et il y a des choses où c'est presque des blagues de se dire... mon premier livre pour enfants, il est aussi sur les questions d'identité et de déterminisme. Je pars en me disant, je vais faire un livre musical avec des animaux dans une forêt, et ça va être l'occasion de se marrer et de faire des trucs, et je me retrouve au final avec la question de qu'est-ce qui fait qu'un ours est un ours quand il n'y a aucun ours autour de lui pour l'élever en tant qu'ours? Est-ce qu'il existe des actes qui définissent une oursitude, ou est-ce qu'il y a une essence qui, malgré tous les modes de vie différents possibles, fait qu'un ours est un ours? Et je fais oh, mais quelle blague, mais quelle caricature de moi-même je suis. Mais dans les choses qui m'intéressent, je pense, sans conscientiser ça, il y a toutes ces questions-là, aussi parce que je trouve qu'elles sont transverses à mon activité d'écrivaine dans le monde du réel et à ce qui se crée dans le monde de la fiction. Au sens où, quand on dit qu'est-ce qui fait qu'on devient la personne qu'on est, ça donne des réponses pour comment je crée mes personnages. Et donc, le fait de réussir à déterminer les actions qui s'exercent, qui forment et qui déforment un individu, c'est une réponse politique, sociale, intime, poétique aussi sur les personnes. Et en même temps, moi, c'est ce qui m'outille pour créer des personnages. Mais si je sais que, en fait, une personne se forme de cette manière, je vais réussir mieux à créer un personnage adulte qui aura été feuilleté par toutes les actions exercées sur lui ou elle pendant 30 ans de vie. Et du coup, c'est passionnant à la fois pour mon artisanat de romancière et pour ma conscience sociale et politique de qu'est-ce que c'est une société. À présent, il est temps de plonger dans Frapper l'épopée. 2 mots qui claquent, issus d'un vers de la rappeuse Kazé et qui forment le titre du nouveau roman d'Alice Zeniter, paru en août 2024. Et avant de découvrir l'histoire riche de ce livre en compagnie d'Alice Zeniter, nous écoutons tout de suite Laure, libraire au rayon littérature de Dialogue, qui nous présente ce roman qui a été un grand coup de cœur. Alors Alice Zeniter est bien connue aujourd'hui dans le paysage littéraire. Il n'empêche que son roman est tellement beau qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en parler. Le roman se déroule en Nouvelle-Calédonie, ce qui est d'autant plus édifiant avec ce qui se passe actuellement. Et c'est vraiment une porte qui nous conduit à mieux comprendre l'histoire de cet archipel. On va y suivre notre personnage principal, Tass, qui est né sur l'archipel, après avoir vécu une décennie en métropole pour y faire ses études, pour y commencer peut-être une carrière de journaliste, pour vivre avec son amoureux qu'elle a rencontré sur les bancs de la fac, mais avec qui elle vient de rompre. Du coup, cette rupture l'amène à retourner vivre sur son île natale. Là-bas, elle va exercer le métier de professeur de français dans un lycée à Nouméa. Et parmi ses élèves, il y a des jumeaux Kanaks qui l'intriguent.
Elle ne comprend pas pourquoi il provoque en elle un tel intérêt. Ça l'intrigue. Néanmoins, le jour où ces jumeaux ne se présentent plus en cours, Tass va décider de partir à leur recherche. Cette initiative va alors lui permettre d'aller au bout d'une quête qui lui appartient personnellement et qu'elle a longtemps mise en sommeil, à savoir celle de ses origines. Parce qu'en allant à la découverte de celle-ci, elle va comprendre l'importance de sa place dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, car il est vrai, à l'orée d'une éventuelle indépendance, comment on se positionne lorsqu'on n'est ni un Kanak, ni un métropolitain ou ni un descendant de colons. Et Alice Zeniter nous rappelle qu'il existe une troisième voie, issue d'une population multiple, venue des 4 coins du globe. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie pénitentiaire, il ne faut pas l'oublier, et des gens ont y été amenés de force, dont des forçats algériens, et l'un d'eux est l'ancêtre de Tass. Parallèlement à l'histoire de Tass, nous allons suivre aussi un groupe d'indépendantistes kanaks composé de 3 personnes et qui vont mettre en place un esprit de lutte tout à fait génial parce qu'elle repose sur l'empathie violente. C'est-à-dire que les actions qu'ils mènent sont des actions non violentes, pensées sur un temps long et qui ont pour but de troubler l'évidence du chez-soi, de faire comprendre que la colonisation provoque forcément un sentiment de dépossession inéluctable. En remontant ainsi le fil des origines de Tass et en mettant en scène parallèlement un groupe d'indépendantistes kanaks, Alice Zeniter nous raconte subtilement l'histoire de l'archipel et nous montre à quel point le spectre pénitentiaire et colonial pèse encore sur la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est juste un roman magnifique, édifiant, où la part romanesque est finalement tout aussi importante que la part de l'essai, ce qui fait que voilà, c'est un roman riche sur lequel on peut se reposer aisément pour comprendre ce qui se passe actuellement. Frapper les popées, c'est donc votre nouveau roman qui nous projette en Nouvelle-Calédonie, un archipel que vous avez découvert en 2019 sans avoir alors à l'esprit qu'un roman en est trait. Et puis vous avez découvert son histoire, vous y êtes retourné et ce livre est né. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de l'histoire de ce territoire qui réunit aujourd'hui un feuilletage de couches de population qui n'ont pas du tout le même vécu et nous raconter la façon dont le désir d'écrire sur ce territoire est né pour vous? La Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel du Sud-Pacifique qui a été colonisé par la France au milieu du 19e siècle. Donc c'était un territoire kanak au départ et au 19e siècle, quand la France décide de fermer ses bagnes métropolitains, elle cherche en fait un endroit au loin où elle pourra mettre ses bagnards et elle a sous la main cet archipel, ce caillou dans le grand désert du Pacifique qu'elle a depuis quelques années et dont elle n'a rien fait. Et elle dit on va en faire une colonie pénitentiaire. Et à partir de là, les Kanaks voient arriver toute l'administration pénitentiaire française, tous les marchands nécessaires aussi, les commerçants pour faire vivre toute cette administration, et puis les bagnards, et puis les travailleurs qu'on importe des territoires voisins, des territoires asiatiques, d'Asie du Sud-Est, des autres colonies françaises, etc. Du coup, cet archipel qui a été vide de tout humain pendant des millions d'années, puis qui ensuite a eu donc un peuplement kanak pendant des milliers d'années, voit dans les 2 derniers siècles des populations successives arriver, pour beaucoup ne pas avoir le droit de repartir. C'est le cas des bagnards, c'est le cas des travailleurs engagés sous contrat. Ils n'ont pas le droit de quitter l'archipel. Et pour d'autres, ils ont le droit, mais ils n'ont pas la possibilité économique parce que c'est un très très long voyage qui coûte cher. Donc une fois qu'on arrive ici, même si on s'y plaît pas, c'est le cas pour une partie des premiers colons de peuplement, en fait on n'aura jamais les moyens de repartir en France. Donc les gens restent là. Et il se trouve que parmi les bagnards qui vont être envoyés là pendant un demi-siècle et qui vont avoir l'interdiction de retourner chez eux, il y a presque 2 milliers d'Algériens. Et donc moi, quand je vais en Nouvelle-Calédonie pour la première fois, je découvre cette histoire dont j'avais jamais entendu parler. Et je m'aperçois que parmi ces Algériens, il y a beaucoup de Kabyles et que parmi ces Kabyles, il y en a aussi pas mal qui viennent de la même région que ma famille. Et donc arrive cette
question qui est, est-ce que cette histoire dont j'ai jamais entendu parler pourrait être en fait l'histoire d'un de mes ancêtres ? Est-ce qu'un de mes ancêtres se cache parmi ces 2000 hommes qui ont été envoyés au bagne et dont l'administration pénitentiaire garde des traces plus ou moins légères, plus ou moins déformées, plus ou moins fausses ? Donc, à partir du moment où je commence mes recherches sur ça, où mes recherches m'engloutissent un peu, je me dis qu'il faut que je fasse un livre sur cette histoire et sur ce territoire. Et cette histoire qui pourrait potentiellement être liée à votre histoire, qui joue un rôle dans l'écriture, vous l'écrivez dans le roman. Il y a un moment où, dans un chapitre, vous prenez la parole et vous écrivez les mots suivants. « Tasse existe parce que cette histoire n'est pas la mienne et qu'elle n'est pas la mienne. Elle est née de ce flou que je n'arrive pas à écrire. » Et en écrivant ces mots, vous précisez d'où vous parlez, mais vous nous expliquez hier pendant la rencontre à la librairie que clarifier cela dans le roman répondait à un besoin d'expliquer ce que l'écriture du roman avait agité en vous et non pas de couper court à des questionnements d'appropriation culturelle. Et cela nous amène à la question de la légitimité à s'emparer d'un sujet. Est-ce que selon vous, cette légitimité, elle doit avant tout être liée au travail et au sérieux de ce travail sur le livre et non aux origines de la personne qui écrit ? Oui, en fait... c'est ce que je disais hier. Je crois que la chose qui est atrocement gênante, c'est de voir des personnages qui sont créés, qui appartiennent à une communauté qui n'est pas celle de l'auteur ou de l'autrice, mais qui sont en fait des doubles de l'auteur ou de l'autrice avec un mauvais masque collé dessus. Ça, en fait, je ne vais pas dire que ça devrait être interdit, parce que c'est très difficile d'imaginer un système qui bannirait les mauvais livres. Ça aurait forcément des dérives autres, donc on ne peut pas faire ça, mais c'est ça qui pour moi est un problème énorme, un problème vraiment, oui, très gênant. C'est ça qui fait que parfois j'ai honte pour certains auteurs et autrices à leur place. Enfin, c'est clairement, en fait, clairement, il n'y a pas eu de boulot derrière. Clairement, ça, c'est une représentation de ta vie à toi, et où juste, je sais pas, en changeant les sonorités à la fin de 2 noms, tu essayes de me demander de croire que ce sont des gens de telle ou telle partie du monde, et ça marche pas. Et après, il existe une autre question, mais qui est pas, en fait, qui est une question qui est plus celle d'un milieu professionnel et économique en général, qui est est-ce qu'on prend la parole à la place de quelqu'un et est-ce qu'on prend une rémunération aussi à la place de quelqu'un dans un système où tout le monde n'a pas accès à la parole, où tout le monde n'a pas accès au fait de pouvoir créer, être payé, etc. Et ça, c'est encore une autre question. Et il n'y a pas forcément de réponse parfaite. Mais moi, si je réfléchis à cette question-là, par exemple, je ne peux pas me dire je prends la place d'une autrice kanak. Il y en a très peu. Elles sont publiées par des maisons d'édition qui sont des maisons d'édition du Pacifique, et c'est bien normal comme ça. Et je sais que Flammarion ne publiera pas une autrice kanak, quand bien même je laisse ma place en leur demandant de le faire. C'est soit le désintérêt et l'obscurité le plus total sur cette zone, soit c'est moi qui y vais, avec évidemment les problèmes que ça pose, mais je ne suis pas en train de détourner quelque chose qui pourrait être organisé au bénéfice d'une autrice première concernée. La légitimité liée au travail, donc, elle nécessite que pour chacun des personnages que vous créez, chacun des territoires sur lesquels vous nous meniez, vous effectuez un véritable déplacement vers sa manière de penser, sa manière de concevoir le monde, sa manière de raconter aussi. Et d'en frapper l'épopée, c'est une question que vous avez pris à bras-le-corps et c'est absolument passionnant et ça donne lieu aussi à des pages magnifiques parce que vous avez effectué ce déplacement vers la manière de penser kanak qui considère que l'histoire est un paysage et que l'histoire se raconte au niveau du clan et pas à travers des vies individuelles. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette conception du temps, de l'espace et des récits et de la façon dont vous avez effectué ce mouvement vers cette culture jusqu'à réussir à l'intégrer dans votre écriture? En fait, c'est une question de continuum chez les Kanaks. Il n'y a pas de différence entre soi et son territoire. C'est pour ça que dans le trio des militants Kanaks, il y a un des personnages qui s'appelle comme son grand-père, qui s'appelait comme un ruisseau. Et donc l'homme et le cours d'eau ont le même nom puisqu'ils sont finalement une partie d'une même chose. Le clan appartient
au territoire où il est né et il ne saurait pas être autre chose. C'est pour ça qu'évidemment, une politique coloniale appliquée à ce type de peuple, de culture, une pratique coloniale qui s'ancre, comme toute, dans le déplacement des populations, c'est une violence extrême, en fait, puisque le peuple et son paysage aussi. Et donc les histoires des clans, les histoires qui sont généralement multigénérationnelles, en fait, qui passent d'une génération à l'autre, qui peuvent englober 10 générations, 15 générations, toute l'histoire du clan depuis sa création, depuis le totem, etc. C'est des histoires qui se racontent dans les territoires, puisque les lieux sont des moments aussi, au sens où on dit, voilà, en fait, sur ce rocher-là, mon ancêtre dit ça, fait ça. Assez souvent, ça se raconte d'ailleurs au présent, où ça saute dans le temps, à ces histoires-là. Et cet arbre-là, il a été planté pour marquer le passage du col sur la montagne. Et donc, en fait, quand on est à côté de l'arbre, on est à ce moment-là, au moment de sa plantation. Quand on est au rocher, on est à ce moment-là de l'acte de l'aïeul. Et puisque ces histoires, qui sont aussi des lieux, sont portées par les humains appartiennent à ce même continuum temps, paysage, peuple. Et c'est une manière de penser qui sera jamais la mienne. Je peux pas faire semblant de croire que ça me vient naturellement de penser en ces termes. C'est pour ça aussi que d'ailleurs... la distance que je mets dans la narration avec le trio, c'est pas la même qu'avec Tass. Il y a une sorte de pas en arrière dans la manière de parler. Il y a beaucoup moins de points de vue intérieurs. On n'entend pas forcément leur monologue intérieur silencieux au personnage du trio, parce qu'il y a une part de moi qui se dit « je ne sais toujours pas ce que ça veut dire ». Dans le calme ou dans le tumulte de leurs pensées. Je sais comment ça se représente, par les actes, par les paroles, par cette blague, par cette manière de demander du temps, mais je ne sais pas ce que c'est minute après minute de penser en kanak, donc je m'aventurerai pas là. En revanche, ce que j'ai décidé de faire, c'était de l'intégrer à la forme du roman, à l'écriture même, et donc de dire... plutôt que de présenter ces choses-là comme des croyances des personnages qui étaient offertes au jugement, de dire regardez, c'est assez marrant quand même, au bout du monde, ces gens du peuple premier s'imaginent qu'ils sont la même chose qu'un ruisseau. C'était de dire je vais prendre cette donnée qui est qu'il y a des endroits qui sont aussi des temps et voir ce que ça donne dans mon écriture. Si en arrivant à un endroit précis, on peut basculer dans les couches du temps, qu'est-ce que ça permet ? Et du coup, en fait, la croyance qui est celle d'une partie des gens, des personnages qui sont racontés dans le livre, c'est aussi ce qui va guider le parcours des lecteurs et des lectrices. Et donc, c'est pas quelque chose qui leur est donné à juger comme exotique, c'est la matière même de leur parcours de lecture. Frapper les popées, c'est un roman qui a beaucoup de strates différentes et qui en même temps se tient parfaitement. On plonge dans la géographie et l'histoire de l'archipel, dans le passé, bien sûr. La nature est aussi très présente. Et puis en même temps, c'est un roman qui est beaucoup aussi sur aujourd'hui, sur l'actualité, et puis sur demain, et sur l'actualité d'un archipel où on est à l'orée d'une possible indépendance et avec des couches de population qui vivent ensemble, mais qui se racontent tous des histoires différentes et avec un certain flou. Et vous parlez beaucoup de l'emploi des pronoms, des nous, des vous et des ils, qui sont régulièrement employés dans la conversation, mais dans les conversations, mais dont on ne sait jamais exactement qui ils désignent, et qui fait qu'on se tient toujours dans une sorte de flou à ne pas savoir exactement jusqu'où on peut aller dans les propos qu'on tient, en fonction de la personne avec qui on discute. Et puis, parallèlement, vous avez ce trio, dont vous avez parlé, ce trio de kanak qui a créé un groupuscule qui pratique l'empathie violente, et qui est une idée à la fois savoureuse et très intéressante. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette empathie violente ? Et est-ce que c'est une manière possible de répondre justement à ces pronoms, de les remplir ou de les faire disparaître ? Alors, l'empathie violente, c'est une idée militante qui part du fait que l'explication historique, l'explication chiffrée, rationnelle, échoue à produire une compréhension réelle du traumatisme qu'a été la colonisation.
En fait, ce que disent un ruisseau, Nep et Fidre, c'est on peut raconter aux Blancs encore et encore que ils ont fait ça aux populations kanaks, qu'ils nous ont pris ça, qu'ils ont tué tant de personnes ou laissé mourir tant d'autres, déplacé tous ces clans, etc. Les gens font oui, et puis ils oublient. Et donc, en fait, cette manière d'entendre des chiffres et de les oublier, ça ne permet pas une réparation de ce qui s'est passé. Et donc, pour réussir à prendre le chemin d'une réparation, il faut créer une compréhension émotionnelle de ce qu'a été la colonisation et qu'ils puissent se dire « Ah, mais c'est donc avec ça que vivent les Kanaks depuis 200 ans. » Et pour ça, donc, le trio met au point une série d'actions qui a pour but de venir faire trembler l'évidence de la propriété privée, du bon droit, du sentiment de confort qu'on a quand on est chez soi. Et donc voilà, ça consiste à venir déposséder les Blancs de leur certitude que ceci est à moi et qu'une fois passé la porte de la maison, tout va bien, que personne ne peut venir chez moi et dire non, en fait, c'est à moi. Si, regarde, on arrive à rentrer chez toi, on touche à tes possessions, on te fait croire que ça n'a plus de sens du tout, la propriété privée, on prend ta carte bleue, mais on va s'en servir pour acheter des choses absolument ridicules pour te rappeler que l'histoire de la colonisation de ce territoire, c'est des gens qui arrivent dans un archipel qui est beau comme un paradis et qui disent ah ben tiens en fait on va en faire une prison, c'est pas du tout qu'on veut cet endroit, non on n'a pas envie d'habiter là du tout, non mais par contre on va vous empêcher vous d'habiter là, vous qui êtes là depuis 5000 ans parce qu'en fait on veut en faire un bagne. Et donc voilà, la réponse à ça c'est de dire ok très bien, donc, moi j'ai volé ta carte bleue et avec je vais acheter un masque hyper réaliste de Adam Driver et une sculpture de bulldog en bronze de 3,50 m. Et tu comprendras pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais moi j'ai pas compris pourquoi tu as fait de chez moi une prison. Et les pronoms ? Et les pronoms, alors je sais pas si en fait, oui, on peut se dire que ça vient bousculer aussi les forteresses des pronoms, mais le geste d'empathie violente, il commence par se baser sur ce découpage par pronom, puisque justement, il dit finalement l'empathie, elle n'est pas intercommunautaire. À la base, nous avons de l'empathie pour les gens qui nous ressemblent. Et donc, en fait, les descendants des colonisateurs ont en vrai pas beaucoup d'empathie pour les descendants des colonisés, qui sont toujours colonisés par ailleurs. Et donc, en fait, il faut réussir à provoquer un bond pour que les situations des colonisés soient ressenties par eux. Eux doivent réussir à savoir ce que nous, on a ressenti. Donc, il y a des pronoms partout, avec peut-être l'espoir que, du coup, si l'empathie, elle se produit, elle puisse rapprocher les deux bateaux de pronoms. Mais d'abord, ce qui fait qu'il y a violent à côté d'empathie, c'est que en fait, on les cible eux. C'est qu'il y a cette chose de dire, nous, on va les cibler eux, et eux n'ont rien demandé. On leur impose cette chose parce qu'on considère qu'ils en ont besoin, mais c'est des gens qui ne se sont pas portés volontaires. Mais donc, il y a toujours un nous et un eux. Alors, dans Toute une moitié du monde, vous intitulez un chapitre « Finir ». Et vous y posez la question de la fin d'un livre, d'une histoire, du fait que c'est quelque chose qui existe plus dans la narration que dans la vie. Alors, est-ce qu'il s'agit aussi d'apprendre à finir différemment, de réinventer cette façon de raconter et donc de penser ? Est-ce que vous accepteriez de nous lire les dernières pages de L'Art de perdre qui vont dans cette direction ? Oui, l'idée, c'est vrai que c'est d'en finir avec les fins finissantes. Parce qu'il y a quelque chose dans la fiction qui met un point final en disant une bonne histoire, elle s'arrête quand elle est terminée pour de bon. Et la vie, n'ayant pas du tout la même manière de faire, à part la question de la mort définitive, moi je sais que pendant très longtemps, je me dis mais c'est insupportable la manière dont les problèmes reviennent, dont les choses ne sont jamais réglées une bonne fois pour toutes. Et je me sentais même... Je culpabilisais de ça. Je me disais, c'est quelque chose que moi, je dois pas faire correctement, puisque les films me disent que quand on a réglé un problème, c'est bon. Les livres me disent que quand on a réglé un problème, c'est pour toujours. Les contes me disent qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quand on a fini l'aventure, on arrive à un état de stase comme ça, qui s'étale dans le temps, où il n'y a plus de remugle et de bouleversement.
Et puis, en fait, j'ai réalisé, voilà, en grandissant, que c'était vraiment une convention narrative. Et donc, je cherche depuis comment on fait pour finir des livres tout en disant les choses ne se règlent pas pour de bon. Et si vous doutez, voilà, si vous retombez dans des états émotionnels que vous avez déjà traversés, c'est pas un manquement, c'est pas une faiblesse, c'est pas un raté de votre part, c'est juste la vie qui fait des boucles. Et donc l'art de perdre finit en effet, je pense, sur une représentation très très forte de ces fins non finissantes. La troisième partie de cette histoire finit comme elle a commencé. De loin, si l'on pouvait prendre du recul sans s'écraser contre la vitrine de la galerie ou le mur blanc du fond, ce qui est impossible un soir comme celui-là, un soir de vernissage, on ne verrait qu'une masse mouvante de robes noires et de vestes en tweed, de jeans anthracite portés sur des bottines à talons, de chemises à larges carreaux, de coupes de champagne remplies à divers niveaux, plus ou moins maculées de traces de rouge à lèvres, de paires de lunettes aux montures larges, de barbes soigneusement taillées et d'écrans de smartphone illuminés bleutés ou blancs. On remarquerait que la foule se déplace le long de 2 spirales soigneusement emboîtées, l'une concentrique et l'autre centrifuge, également lente, créées par la déambulation devant les tableaux et par la difficulté à accéder au buffet. Et si l'on s'approchait ensuite de cette foule parisienne et élégante, on pourrait distinguer le visage radieux de Naïma buvant du champagne avec Kamel, la silhouette fragile et majestueuse de Lala, qui se tient assis sur une chaise, Céline près de lui, la main sur l'épaule, comme un garde du corps qui chercherait à tenir à l'écart toutes les vicissitudes du monde, et en premier lieu le cancer qui grignote. On distinguerait les yeux dorés d'Ifrène, qu'un combat acharné avec le consulat français a finalement récompensé d'un visa touristique, et qui parle avec Élise des fresques urbaines, bien qu'elle comprenne difficilement son accent. L'allure goguenarde de Sol, qui s'est trouvé un appui sur la table du buffet et regarde les participants évoluer comme les animaux d'un cirque occupés à leur tour de piste. Animaux parmi lesquels le plus doué, le plus souple est toujours Christophe, ce qui le rend difficile à ignorer, ce qui retarde tout point final que Naïma pourrait vouloir mettre à leur histoire qui dure et qui s'étiole. La troisième partie finit comme elle a commencé, parce que Naïma dit que ce voyage l'a apaisée, sans doute, et que certaines de ces questions ont obtenu des réponses, mais il serait faux pourtant d'écrire un texte téléologique à son sujet, à la façon des romans d'apprentissage. Elle n'est arrivée nulle part au moment où je décide d'arrêter ce texte. Elle est mouvement, elle va encore. Merci beaucoup. Alors pour terminer, est-ce que vous accepteriez de nous livrer 1 ou 2 conseils de lecture, des livres récents ou non qui vous auraient marqué et que vous souhaiteriez partager? Quand j'écrivais Frapper l'épopée, je me suis dit on parlait de décentrement tout à l'heure, et qu'une des choses qui était importante, c'était aussi de lire une littérature océanienne que je connaissais très mal, mais qu'il fallait que je découvre. Qu'est-ce qui permet de se dire, de penser le monde depuis l'Océanie, et en ayant du coup la France, l'Europe comme une sorte d'extérieur et de marge lointaine. Et il y a une maison d'édition qui est basée à Papeete, à Tahiti, qui publie beaucoup de littérature océanienne et qui est merveilleuse. C'est une maison d'édition qui s'appelle Le Vent des îles. Et un des derniers romans que j'ai lu publié par cette maison, ça s'appelle Bones Bay. C'est écrit par une autrice néo-zélandaise qui s'appelle Becky Manawatu. Et c'est un roman qui est absolument formidable. Et j'ai un peu l'impression, alors j'ai pas un échantillon qui est énorme, mais j'ai un peu l'impression que la Nouvelle-Zélande, sur ces 10 dernières années, est devenue une terre d'auteurs et d'autrices, mais absolument fascinant, et avec des styles très, très, très différents. Voilà, il y a une autre autrice qui, pour le coup, elle, je crois, n'est pas traduite en français, que j'avais découvert il y a quelques années, qui s'appelle Pip Adams, qui est aussi géniale. Enfin, voilà, il y a je vois des jeunes autrices néo-zélandaises arriver où je me dis, waouh, elles sont très, très fortes. Et donc, Bones Bay, c'était vraiment super. Et dans un autre style, tout autre style, dans mes lectures marquantes du début de 2025, il y a L'Hospitalité aux démons, publié chez Vertical, qui est pas un roman, là, pour le coup, mais qui est un livre sur comment on devient père, comment on est adulte et père quand on a été un enfant victime d'abus sexuels. C'est violent, c'est
baroque, c'est foutraque, c'est hyper créatif, c'est hyper dérangeant, mais c'est génial. Et si on lui en faut un troisième, il y a mon ami Antoine Filias, avec qui j'avais écrit Home Sweet Home, qui est un roman pour ados qu'on avait écrit tous les deux pour l'école des loisirs, qui vient de publier son nouveau roman qui s'appelle Walibi, et qui est, comme le titre l'indique, un livre sur ce marsupial, et aussi sur l'histoire à travers cet animal-là, sur l'histoire de la France et de l'Europe par rapport aux zoos et à nos relations de nous humains avec des animaux mis en cage et la volonté de voir des animaux exotiques, comment ça commence et puis comment ça va finalement devenir pas assez. Enfin, la cage, ça reste trop lointain. On veut Thoiry, on veut pouvoir avancer en voiture dans des trucs où les paysages sont en liberté, on veut pouvoir les approcher, on veut pouvoir les toucher, on veut avoir leur bébé dans les mains. Et c'est quoi, voilà, ce rapport aussi humain-animaux, humain et monstration d'animaux dans nos sociétés. Et c'est passionnant et c'est très drôle. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de ce double épisode de notre podcast avec Alice Zeniter. Un immense merci à Alice Zeniter pour ce temps d'échange riche et à Laure pour le conseil de lecture. J'espère que cette plongée dans ce parcours d'écrivaine vous aura donné envie de lire ou relire toute son œuvre. En description de cet épisode, je place les références de l'ensemble des livres cités au fil de la conversation. Vous pouvez bien sûr les retrouver à la librairie Dialogue ou sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, surtout, parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à en partager le lien avec votre entourage. Car c'est avant tout grâce à vous, auditeurs et auditrices, que ce podcast peut vivre. À très bientôt et belle lecture d'ici là.